Coucou mes belles âmes, bonsoir à toutes et tous. Cette petite vidéo pour vous présenter un extrait de mon livre Ma vie, mon combat, mon autobiographie, excusez-moi, qui est disponible sur Amazon en version livre broché et en version numérique. Je vous mettrai tout simplement en dessous de cette vidéo le lien directement sur Amazon si vous voulez acheter, mon livre. Donc c'est un livre, qui parle de ma naissance à travers mon adolescence, mon enfance, de ce que j'ai vécu. Voilà, je livre, mon histoire, du début à 2024, un livre vraiment, où je me livre complètement sur ce que j'ai traversé. Vous étiez nombreuses et nombreux qui attendaient un petit peu que le livre sorte. Ça y est, c'est disponible donc sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Vous pouvez retrouver également sur, mon site Will Voyance le lien pour aller directement acheter ce livre sur Amazon si vous le souhaitez. Vous retrouvez la version numérique tout simplement depuis, mon site Will Voyance où j'ai encodé ma voix il y a un peu plus de 2h30 de contenu, audio, et je voulais vous donner également donc un aperçu, quand même sur à peu près 3 chapitres, voire un peu plus de 3 chapitres juste, derrière. Je voulais vous faire découvrir en avant-première ces 3 chapitres. Vous allez avoir à peu près 25 minutes, de mon audio que je partage avec vous. Je vous souhaite à toutes et tous une agréable écoute. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire et n'hésitez pas à aller commander le livre si vous voulez, voir un petit peu, comment je suis arrivé ici dans mon métier, ce que j'ai traversé et ben, ce sera avec plaisir, que vous connaîtrez mon histoire. Je vais vous souhaiter une très belle soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et de vos proches. Je vous donne rendez-vous demain matin pour la voyance du jour à 7h et je vous embrasse. Merci à toutes et tous. À bientôt. Ma vie, mon combat, bienvenue dans mon histoire, celle d'un homme ordinaire aux prises avec des épreuves extraordinaires. Ce livre est bien plus qu'un simple récit. C'est un voyage à travers mes souvenirs, mes luttes, mes victoires et les leçons qui m'ont façonné. Chaque chapitre est une fenêtre ouverte sur mon passé, des moments de lumière et d'ombre qui ont construit l'homme que je suis aujourd'hui. Je vous invite à plonger dans ce témoignage sincère, à partager mes joies, mes douleurs et mes espoirs. Ce livre est dédié à ceux qui, comme moi, ont connu des défis, des pertes, mais qui ont trouvé la force de continuer à avancer. À travers ces pages, vous découvrirez une histoire de résilience, d'amour et de quête de sens. Je vous remercie de prendre le temps d'écouter ou de lire ces mots. Ils ne sont pas seulement les miens, mais aussi une réflexion de ce que nous pouvons tous accomplir lorsque nous refusons d'abandonner. Prenez place et laissez-moi vous raconter ma vie, mon combat. Chapitre 1. Racines bretonnes. L'été 1976 fut d'une chaleur étouffante à Saint-Malo, ce vieux port breton où j'ai vu le jour, le 4 novembre. Ma mère Muriel, jeune serveuse dans un hôtel de la région, traversa sa grossesse en suant sous les rayons impitoyables de ce que les anciens appelaient avec crainte l'été de la canicule. Mais rien ne pouvait altérer sa joie profonde à l'idée d'accueillir son premier enfant, moi, Wilfried Nebesnij. Mon père André, menuisier ébéniste réputé, originaire de Cancale, ce village renommé pour ses huîtres, rayonnait lui aussi à l'idée d'agrandir notre petit foyer. Cet homme discret et travailleur, aux mains d'or capables de façonner les essences de bois les plus nobles, couvrait ma mère d'un regard éperdu d'amour et de fierté. Ensemble, ils formaient un couple lumineux et complice, prêts à tout pour construire un nid douillet où élever leur progéniture. Nos premiers mois furent ainsi baignés dans une atmosphère chaleureuse et aimante, rythmée par le bruit apaisant des vagues venant mourir sur les plages immaculées bordant notre modeste appartement. J'adorais déjà la mer à cette époque, même si j'étais trop jeune pour me baigner. Chaque soir, bercé par ce doux ressac et les berceuses bretonnes que me chantonnait maman, je m'endormais paisiblement. C'est ainsi que mes premiers souvenirs d'enfance sont à jamais empreints des couleurs et des parfums intenses de la Bretagne. Le sable blond et rugueux glissant entre mes doigts potelés,
source d'émerveillement sans cesse renouvelé. L'embrun vif et salé venant me gifler le visage lors de nos promenades dominicales le long des sentiers côtiers escarpés. Les odeurs mêlées de goémon, d'huîtres et de galettes emplissant mes narines, véritable délice pour mes sens en éveil. Mais par-dessus tout, ce sont les visages rayonnants de mes grands-parents qui marquèrent ces années innocentes de leurs empreintes indélébiles. Mes mères Marguerite, douce et espiègle, débordante de vitalité malgré son grand âge, qui nous couvrait de son amour inconditionnel. Et mamie Suzanne, dont la vie n'avait pas toujours été tendre, mais qui s'efforçait de répandre douceur et bienveillance sur notre foyer. Elles furent mes piliers, mes repères, veillant tendrement sur mon destin lors de ces jeunes années où tout semblait encore possible. En 1979, mes parents ont fait construire leur maison à Saint-Benoît-des-Ondes, un village paisible niché entre terre et mer. C'est là que nous avons emménagé, portés par l'espoir d'une vie meilleure loin du tumulte citadin. Un nouveau départ sous le signe de la sérénité et du bonheur familial. Quelques mois plus tard, le 28 juillet, mon petit frère Sébastien a pointé le bout de son nez pour notre plus grand bonheur à tous. Ce bébé joufflu et gazouillant, désiré depuis si longtemps, fut accueilli comme un cadeau du ciel. Notre complicité, forgée dès les premiers instants, ne devait jamais se démentir. Un temps, je crus que rien ne pourrait jamais ternir cet horizon limpide, que notre famille voguerait éternellement sous des cieux cléments, portée par cette vague d'amour et de confiance. Douce illusion de l'enfance, encore préservée des aléas de l'existence. Car déjà, tapis dans l'ombre, la maladie s'apprêtait à fondre sur nous, à l'affût de la moindre faille, pour faire voler en éclats nos fragiles certitudes. Je garde de Saint-Benoît-des-Ondes l'image d'un paradis perdu, dernier bastion d'innocence et d'insouciance avant que le chaos ne vienne fracasser nos vies. Les rires se mêlant au chant des mouettes, nos jeux sur la plage, les balades à vélo en famille. Autant de précieux souvenirs que je chéris, conscient désormais de leur précarité. Mais comment aurais-je pu deviner, du haut de mes 4 ou 5 ans, le drame qui se profilait? Comment anticiper que la maladie allait s'inviter dans notre quotidien, brisant nos repères avec une violence inouïe? Rien ne m'avait préparé à voir s'effondrer les piliers de mon existence. C'est pourtant par un doux matin d'avril que bascula le destin. Au moment précis où, attablé dans la cuisine, mon père plongea soudainement la tête la première dans son bol de café fumant. Quelques secondes de silence irréel, puis la panique. Ma mère se précipitant vers lui, le café se répandant sur la toile cirée, les cris, la peur au ventre. Nous ne le savions pas encore, mais mon père venait d'être terrassé par une violente crise d'épilepsie, première manifestation de la maladie qui allait changer notre vie à jamais. Sur le moment, l'incompréhension dominait. Pourquoi papa ne se relevait-il pas? Pourquoi ce silence pesant, ces gestes fébriles, ces larmes dans les yeux de maman? Je regardais mon petit frère tétanisé, agrippé à mon bras. Je tentais de le rassurer, mais mon cœur cognait trop fort dans ma poitrine. Quelque chose venait de se briser, irrémédiablement. Le sentiment confus mais tenace que plus rien ne serait comme avant. Il a fallu de longues heures angoissantes et des examens approfondis avant que les médecins ne posent un diagnostic. Épilepsie, un mot effrayant, aux consonances presque barbares pour l'enfant que j'étais. Un mot lourd de conséquences qui signerait le début d'une longue descente aux enfers pour notre famille. Ainsi s'achevait le premier chapitre de mon existence, entre souvenirs lumineux de mes jeunes années bretonnes et premières ombres de l'adversité. Le petit garçon insouciant,
cédait peu à peu la place à l'enfant trop vite propulsé dans la vie d'adulte, contraint d'affronter des épreuves qui le dépassent. Mais au cœur des tourments à venir, je puiserai dans ces racines profondes ancrées au sein d'une famille aimante la force de me battre et d'avancer, coûte que coûte. Car si ce doux matin d'avril avait fait voler en éclats nombre de mes certitudes, il m'avait aussi révélé l'intensité de l'amour qui nous unissait et notre capacité insoupçonnée à surmonter les pires tempêtes. Alors, même vacillant sous les assauts de la maladie, même éprouvé par les années noires qui s'annonçaient, je m'accrochais à ces précieux repères pour ne pas sombrer. Les paysages chers à mon cœur, les visages de ceux qui m'entouraient, le souvenir des jours heureux deviendrait mon ancre, ma boussole dans la tourmente. L'enfant de Saint-Malo, le petit breton aux yeux écarquillés par la beauté du monde, ne s'avouait pas vaincu. Il trouverait en lui des ressources insoupçonnées pour aider les siens et construire, pierre après pierre, le chemin de sa résilience. Car telle était la promesse que je me faisais, au seuil de ces années incertaines, rester debout, envers et contre tout, être le roc sur lequel ma famille pourrait s'appuyer, le gardien de cette étincelle d'espoir et de vie qui brillait au fond de moi, et ne jamais renoncer à ses rêves d'enfant, même s'ils semblaient alors hors d'atteinte, même s'il me faudrait aller les chercher par-delà les ténèbres. Ainsi, au moment de tourner cette première page de mon existence, je m'arme de courage et de détermination pour affronter les défis à venir. Conscient que le chemin serait long et ardu, mais résolu à me battre de toutes mes forces pour préserver ce qui faisait la beauté et le sel de nos vies. Pour qu'un jour, peut-être, nous puissions de nouveau voguer ensemble vers des rivages plus cléments. Chapitre 2. Le cataclysme. Le matin où tout bascula est gravé dans ma mémoire comme un tournant inévitable. Ce jour-là, mon père André, au volant de sa Renault 14, ne s'est jamais rendu à son travail. La route qu'il connaissait par cœur, en direction de Cancale, prit une tournure tragique lorsqu'une crise d'épilepsie le frappa violemment. Son corps fut soudainement secoué de convulsions incontrôlables, et dans un fracas assourdissant, la R14 quitta la chaussée, manquant de peu un virage. Les témoins racontent que la voiture effectua une série de tonneaux avant de s'immobiliser dans un fossé. 1 minute plus tard, un train passa, avec une précision macabre, juste après l'accident. Par miracle, mon père survécut. Mais notre famille, elle, ne ressortit pas indemne de cet événement. Ce n'était plus seulement des crises d'épilepsie, c'était le signe que tout allait changer. Depuis cette première crise, quelques mois plus tôt, chaque jour avait été vécu dans la crainte d'un nouvel épisode. Mais cet accident fut le point de non-retour. Papa perdit son emploi peu de temps après. Jugé inapte à travailler, il fut reconnu invalide et perçut une pension d'invalidité. Mais cela ne suffisait pas à couvrir nos besoins. Cet homme fier, qui avait toujours placé l'honneur et le travail au centre de sa vie, se retrouva sans occupation, et cela affecta profondément son moral. La descente dans la précarité. Même avec la pension d'invalidité de mon père, la situation financière de la famille se dégrada rapidement. Maman, pleine de courage, fit tout ce qu'elle pouvait pour nous maintenir à flot. Chaque matin, elle enfourchait son vélo et parcourait les 24 kilomètres jusqu'à Port-Mer, où elle effectuait des ménages dans des villas. C'était un trajet épuisant, par tous les temps, mais elle n'avait pas d'autre choix. Moi, pendant ce temps, je trouvais dans le vélo un exutoire, un moyen d'oublier nos difficultés. À 7 ans, mes parents n'avaient pas les moyens de m'offrir un vélo, mais mon parrain Jean intervint pour me faire un cadeau inestimable, un petit vélo bleu de la marque Gitane.
Ce vélo marque le début de ma passion pour le cyclisme, le club VCSE de Cancale. Chaque mercredi, ma mère m'emmenait au carrefour de Saint-Méloire pour rejoindre mes camarades du club VCSE de Cancale. C'était un moment que j'attendais avec impatience chaque semaine. Le club n'était pas seulement un lieu de sport, c'était une véritable échappatoire, loin des soucis du quotidien. Là, entouré de mes amis, je pouvais m'évader et me sentir libre. Mon entraîneur, Roger Chapa, jouait un rôle crucial dans cette période. C'était un homme bienveillant et respecté de tous, un guide qui nous poussait à donner le meilleur de nous-mêmes, toujours avec gentillesse et encouragement. Roger n'était pas seulement un entraîneur, il était une figure paternelle pour nous, un pilier dans mon apprentissage du cyclisme et un modèle de persévérance. Il allait, sans que je le sache encore, jouer un rôle important dans mon parcours futur. La chute définitive. Malheureusement, les sacrifices de ma mère et nos efforts pour maintenir une certaine stabilité ne suffirent pas. Les dettes s'accumulaient et un jour, nous avons dû faire face à l'inévitable, la saisie de notre maison. Ce lieu, qui avait été le théâtre de tant de souvenirs heureux, nous échappait. Nous avons été contraints de quitter Saint-Benoît-des-Ondes pour emménager dans un modeste appartement HLM à Cancale, au 26 rue des Œillets. Ce fut un moment de grande tristesse pour nous tous. Malgré tout, ce nouvel environnement, bien que modeste, représentait une chance de repartir à zéro. C'est dans ce HLM que j'ai fait la promesse silencieuse de ne jamais renoncer. À travers le vélo, à travers l'amour de ma famille, je puisais la force de continuer, de résister à tout ce qui se mettait en travers de notre chemin. Ce moment fut crucial pour la suite de mon histoire. Chapitre 3. Le tourbillon des années noires. L'arrivée à Cancale, après la saisie de notre maison à Saint-Benoît-des-Ondes, fut un véritable choc. Nous nous retrouvions dans un modeste appartement HLM au 26 rue des Œillets, loin de ce cocon familial que nous avions dû quitter. Ce déménagement était une nouvelle étape dans notre descente aux enfers. Papa, déjà très affaibli par sa maladie et l'accident, ne s'en remit jamais vraiment. Déraciné de son environnement familier, il s'enfonçait encore davantage dans la dépression et l'alcool. Ses crises d'épilepsie devenaient de plus en plus violentes et fréquentes, et sa dépendance à l'alcool ne faisait qu'aggraver son état. L'homme fier et droit que j'avais admiré n'était plus qu'une ombre, errant dans l'appartement, perdu dans ses pensées et dans sa tristesse. Pendant ce temps, maman continuait de se battre. Elle accumulait les heures de ménage pour subvenir à nos besoins, ne reculant devant aucune tâche, même la plus ingrate. Elle réussit également à décrocher un remplacement de quelques mois au foyer logement de Cancale, une petite bouffée d'air frais dans notre quotidien si sombre. C'était une opportunité précieuse, et le fardeau restait lourd à porter. L'effondrement de papa. Les journées passaient dans une routine de souffrance. Papa passait de plus en plus de temps affalé dans son fauteuil, une bouteille à la main. Je l'observais en silence, partagé entre la colère de voir cet homme sombrer et la pitié face à sa détresse. Il y avait des disputes, des cris, et chaque soir, je priais pour que cela s'arrête, pour que notre famille retrouve un semblant de paix. Puis un jour, l'inévitable se produisit. C'était un après-midi ordinaire. Papa, déjà bien éméché, décida de sortir faire des courses. Il franchit le seuil de l'appartement avec son cabas rouge et noir, un sac qu'il utilisait souvent. Nous l'attendions, mais il ne revint jamais ce jour-là de la façon que nous espérions. Mon oncle Louis, pompier volontaire, nous retrouva pour nous annoncer l'impensable. Papa avait chuté dans les escaliers de l'immeuble et s'était gravement blessé à la tête.
Transporté d'urgence à l'hôpital de Saint-Malo, puis transféré au CHU de Rennes par hélicoptère, papa luttait pour sa vie. Le diagnostic fut terrible. Traumatisme crânien avec hématome, et son pronostic vital était engagé. Les heures qui suivirent furent remplies d'angoisse, de prières silencieuses et de peur. La famille entière était suspendue à l'espoir d'un miracle. Après une opération longue et difficile, papa sortit du coma. Mais il n'était plus le même. Il était paralysé d'un côté, incapable de marcher, de parler ou d'accomplir les gestes simples de la vie quotidienne. Sa rééducation fut un calvaire, une épreuve aussi bien pour lui que pour nous. Chaque petit progrès était accueilli avec joie, mais chaque rechute nous plongeait à nouveau dans le découragement. De retour à la maison, papa ne touchait plus à l'alcool. Les médecins le lui avaient formellement interdit à cause des traitements qu'il suivait. Durant cette période, il tenta de se reconstruire et de s'adapter à cette nouvelle réalité, malgré les souffrances physiques et mentales qui le rongeaient. Le combat de maman est la force de la famille. Maman, comme toujours, restait notre pilier. Elle trouvait la force d'être présente pour papa à chaque étape de sa rééducation, tout en continuant de travailler pour nous faire vivre. Malgré les souffrances, elle ne montrait jamais de signe d'abandon. Elle puisait dans son amour pour nous une énergie inépuisable, refusant de céder à la fatigue ou au désespoir. Petit à petit, papa se remit à vivre. Ce n'était pas la vie qu'il avait connue, mais il acceptait avec une certaine dignité. Il apprit à vivre avec les séquelles de son accident, à reconstruire ce qui pouvait l'être et à se contenter des petites victoires du quotidien. La perte de Marguerite. En mai 1987, un nouveau coup dur frappa notre famille. Ma grand-mère Marguerite, la mère de papa, nous quitta après une longue lutte contre la maladie d'Alzheimer. Cette perte fut particulièrement difficile pour papa, qui avait toujours trouvé du réconfort auprès d'elle. Sa disparition laissa un vide immense dans nos vies, emportant avec elle les derniers souvenirs heureux de notre famille. Cette période fut l'une des plus sombres de ma jeunesse. Nous avions perdu notre maison, notre stabilité, et maintenant, nous perdions des membres de notre famille. Mais malgré tout, nous étions toujours debout, soudés par cette force qui venait de l'amour et du soutien que nous nous portions les uns aux autres. L'espoir malgré tout. Malgré les années noires, je gardais au fond de moi une lueur d'espoir. Maman était toujours là, infatigable et aimante. Sébastien et moi étions unis, et même papa, avec ses douleurs et ses limitations, faisait tout son possible pour rester avec nous. Cette période m'a appris à puiser dans l'adversité une force insoupçonnée. J'ai compris que, même dans les pires moments, il y a toujours une raison de se battre, un motif d'espoir. Ainsi se terminait cette phase cruelle de mon enfance, mais avec une leçon de résilience qui allait m'accompagner tout au long de ma vie. Nous avions traversé des tempêtes terribles, mais nous étions encore là, ensemble, prêts à affronter les prochains défis. Chapitre 4. Entre ombre et lumière. Après de longues semaines éprouvantes à l'hôpital de Pontchaillou, papa fut enfin autorisé à rentrer à la maison. Mais le chemin de la guérison ne faisait que commencer, tant les séquelles de son accident étaient lourdes et invalidantes. Tout était à reconstruire, patiemment, obstinément. Réapprendre les gestes les plus simples du quotidien, ceux que nous tenons pour acquis sans même y penser. Se lever, s'habiller, marcher, manger. Autant de défis herculéens pour cet homme diminué qui devait réapprivoiser son propre corps. Heureusement, papa pouvait compter sur le soutien indéfectible de toute une équipe médicale dévouée, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, médecins. Tous œuvraient de concert pour l'aider à progresser, à repousser chaque jour un peu plus loin ses limites.
C'était un travail de longue haleine, exigeant et parfois décourageant. Il y avait des hauts et des bas, des moments de triomphe où chaque progrès était célébré comme une victoire, et des périodes de doute où la frustration prenait le dessus, menaçant de tout balayer sur son passage. Mais papa s'accrochait, porté par son amour pour nous et cette volonté farouche de s'en sortir. Même dans les instants les plus sombres, même quand la douleur et la fatigue semblaient insurmontables, il trouvait en lui la force de continuer, de se battre envers et contre tout. Et nous étions là, à chaque pas, pour l'épauler et l'encourager. Maman, bien sûr, qui veillait sur lui avec une dévotion sans faille, anticipant ses besoins, le réconfortant dans les moments de détresse, mais aussi Sébastien et moi, désireux de lui prouver notre amour et notre admiration. Nous formions une équipe soudée, unie, face à l'adversité, et peu à peu, au fil des semaines, des progrès se firent sentir. Chaque petit pas en avant était une immense victoire. Un pas de plus vers une vie normale, loin de l'ombre menaçante de la maladie. Papa retrouvait son sourire, cet éclat malicieux au fond des yeux qui m'avait tant manqué. Il s'intéressait à nouveau au monde qui l'entourait, à nos passions et nos rêves d'enfant. Lentement mais sûrement, il redevenait lui-même, ce père aimant et attentionné qui avait toujours été notre pilier. Pour moi, voir papa se reconstruire ainsi était une leçon de courage et de résilience. Chaque jour, il me prouvait que rien n'était impossible tant qu'on avait la foi et la détermination nécessaires. Et cela me confortait dans ma propre quête, celle qui occupait toutes mes pensées en dehors de la maison. Car malgré le tumulte de notre vie familiale, je n'avais pas renoncé à ma passion pour le vélo. Bien au contraire, elle était devenue mon échappatoire, mon exutoire pour évacuer le stress et les tensions du quotidien. Dès que je le pouvais, je filais retrouver mes amis du club, enfourcher mon fidèle destrier et m'élancer sur les routes de la région.